Bonjour à toutes, à tous. Merci d'être là pour ce troisième webinaire des ressources et des hommes, quatrième webinaire des ressources et des hommes. Euh, on vous informe tout de suite que c'est enregistré pour pouvoir diffuser en replay parce que ça nous est demandé et c'est très utile à faire circuler après. Ces webinaires des ressources et des hommes, ils se veulent simples, sans chichi et avec un petit temps d'échange à la fin. On ne peut pas ne pas vous dire qu'on a eu des problèmes de connexion ce matin, donc vous ne le voyez pas, mais sous la table, on a les doigts croisés. Normalement, c'est bon. On a tout ce qu'il faut pour faire des partages de connexion au cas où il y a un couac, mais ça devrait bien se passer maintenant. Une petite page de présentation rapide pour ceux qui ne nous connaissent pas. Des ressources et des hommes, on est un cabinet de conseil et de formation. On existe depuis 1999. On a une spécificité, donc enfin, on est un cabinet de conseil et un centre de formation, et on a une petite spécificité d'essayer d'intervenir sur toutes les dimensions et les dynamiques humaines dans l'entreprise et auprès des gens qui composent ces entreprises. On a une activité de conseil qui est à destination de l'encadrement des employeurs, des dirigeants pour accompagner la vie de l'entreprise, de toutes ces turpitudes, parce que voilà, c'est un chemin avec parfois des turpitudes. On essaye d'accompagner et on permet d'accompagner le changement sans brutaliser le système ni brutaliser les gens qui sont à l'intérieur de l'entreprise. On intervient aussi sur le champ des risques psychosociaux quand il y a des signaux qui s'allument à cet endroit-là. Le cabinet, il est situé à Reims. On est 5 aujourd'hui au sein du cabinet à travailler là. Mais on a une zone d'intervention qui est plus large, qui va de Paris, en montant jusqu'au Hauts-de-France, en allant au fond du Grand Est, en descendant en Bourgogne-Franche-Comté, Rhône-Alpes, le Nord, je l'ai dit. Euh, voilà pour notre zone de chalandise. Aujourd'hui, on est deux co-présentateurs, moi-même, Mélanie Fay, et Jérôme qui est à côté. Jérôme, tu es le fondateur de la boutique. Tu es psychologue du travail, coach, formateur et intervention en prévention des risques professionnels. Et moi-même, Mélanie, je suis donc formatrice, coach et actrice de théâtre. Et puis, vous ne la voyez pas, mais derrière, on a Eva qui fait chef opérateur et qui organise toute la partie technique de ce webinaire. Alors, avant de rentrer dans le sujet de ce que c'est que redonner de l'élan aux équipes, on va vous poser quelques petites questions qui devraient apparaître comme ça par magie sur votre vision de la motivation, de l'engagement, de la mobilisation. Un petit quiz rapide. Normalement, tout le monde devrait pouvoir le voir et y répondre assez rapidement. Est-ce qu'il faut récompenser pour motiver? D'accord, 9 qui ont répondu d'accord et 4 pas d'accord. d'accord. Bien. Est-ce que les jeunes veulent du fun avec vous? 7 d'accord, 6 pas d'accord. Ok. Est-ce que la motivation est individuelle et intrinsèque? C'est à chacun de se la trouver. 5 d'accord, 8 pas d'accord. Ok. Et on ne peut rien faire quand quelqu'un n'a pas envie. C'est aussi vrai que c'est faux. 2 d'accord, 11 pas d'accord. Bon, tu peux dire un petit mot là-dessus? Mais donc la majorité n'a pas toujours raison, hein. Moralité. Voilà, voilà. On va aller voir en fait ce qu'on peut se raconter suite Sur le de ça. sujet. Et Ouais. puis on reviendra après sur les réponses et la tendance en fait Ok, de ça chaque marche. question. Alors, une petite entrée en matière sur la question avec quelques chiffres que tu vas nous donner, Jérôme, et qui racontent en fait l'importance du sujet. Ouais, l'idée c'est de partir d'un cadre un peu général et quoi de mieux qu'une étude qui a été compilée par l'Institut de sondage Gallup, hein, au niveau mondial sur l'engagement en fait, des salariés. Et d'une manière générale, sur l'ensemble de la planète, on a 21% en fait, des salariés qui se déclarent engagés dans le travail, donc qui sont encore motivés et qui peuvent réaliser en fait, leur motivation dans le quotidien. Et pour les managers, en fait, on passe de 30 à 27. En fait, c'est la dernière tendance entre la dernière et l'avant-dernière étude Gallup. Ensuite, on a une estimation en fait le coût du déficit d'engagement qui est estimé à 438 milliards de dollars de perte de productivité. Et ça, j'imagine que c'est par an.
En France maintenant, parce que c'est ça qui va nous intéresser le plus, en France, on a seulement 8% des salariés qui se déclarent engagés contre 13% en Europe. Moi, j'avais les précédents chiffres de la même étude Gallup en 2013, on était à 9%, donc ça continue à baisser, mais on reste à moins de 1 sur 10 en fait, salariés qui est encore engagé dans son travail. On a 74% des salariés qui sont désengagés. Alors la différence entre le 8 plus 74 avec 100%, c'est les personnes qui ne se prononcent pas. Et dans les 74%, en fait, on a 18% de activement désengagés. Alors la différence entre quelqu'un qui est engagé, qui est désengagé, pardon, et quelqu'un qui est activement désengagé, celui qui est désengagé, en fait, il décide que, il ne risquera pas sa vie dans le cadre de son boulot. En tout cas, il ne prend pas de risque personnel et prendre de la distance avec l'entreprise ou avec son travail, c'est-à-dire finalement, si ça marche pas, tant pis, je m'en fous. Celui-là, en fait, est juste désengagé. Celui qui est activement désengagé, c'est celui qui va chercher à aller activer du désengagement chez ses confrères. Donc là, on les voit, ceux-là, ils sont très actifs à la machine à café, si, si on fait simple. Ok. Et le coût du désengagement et de l'absentéisme en France, donc là, on a un chiffre qui est à hauteur de 3% du produit intérieur brut, et c'est l'équivalent de 100 milliards d'euros. Donc, je ne sais pas comment c'est dans vos entreprises, mais globalement, en fait, je pense qu'il y a un petit peu des économies à faire, si on voulait. Un petit sujet. Et sans compter, en fait, que tout ce qui est absentéisme, ça participe aussi, en fait, des déficits de la sécurité sociale. Voilà. Donc, tout ça pour dire quoi? Pour dire tout simplement que la démotivation, elle est, elle est propre en fait à des situations qui vont se dérouler dans le cadre de l'entreprise. Il est difficile de penser qu'on a 3 salariés sur 4, quand ils prennent un boulot, ils sont déjà désengagés. Donc on peut supposer qu'une partie du désengagement est issue des conditions d'accueil dans l'entreprise, des conditions de travail du quotidien, des conditions relationnelles. On a un certain nombre de points sur lesquels les entreprises ont encore de la marge de manœuvre pour travailler le sujet et éviter en fait, de basculer dans ces taux de désengagement qui sont quand même assez catastrophiques. Voilà. Ok. Motivation, démotivation, engagement, désengagement. De quoi on parle quand on parle de motivation et c'est quoi derrière ce mot qui est quand même un peu vaste et qui englobe plusieurs choses. Ah oui. C'est quoi la motivation? Oui. La motivation, on pourrait dire, c'est l'énergie du pourquoi plus que l'énergie du comment. Donc, c'est-à-dire, c'est la question du sens, en fait, de ce qu'on fait dans le travail. Et c'est ce qui fait qu'on a envie d'y aller et pas seulement qu'on est obligé d'y aller. Mm. Donc, tout ce qui va être du registre de l'autorité Mm. dans les organisations de travail ne va pas systématiquement conduire à de la réalisation. Et des fois même, en fait, les excès d'autorité peuvent fabriquer le contraire. Mm. Tu voulais nous dire quelque chose sur... Oui, quelque chose que j'aime bien dire quand je fais travailler les équipes sur ces histoires d'énergie, d'élan, de communication, c'est quand même de rappeler que étymologiquement, la motivation, c'est la même racine en latin que l'émotion. Tout ça, c'est le même champ lexical. Et de émotion, on a une déclinaison qui est en motivation, le mot motivation, mais on a moteur et on a mouvement. Tout ça, c'est la même enveloppe et ça part de la même énergie. Donc il y a quand même l'idée que c'est en lien avec ce que je vis et ce que je ressens qui va me donner l'élan d'un mouvement ou pas l'élan d'un mouvement, quoi. Voilà, c'était la petite Hmm. minute étymologie. Donc, ce qui va motiver vraiment, c'est le principe plutôt que la règle. À l'intérieur du principe, on va poser un cadre, mais ce cadre n'est surtout pas rigide, puisqu'il va se définir dans ses modalités de réalisation, alors que la règle, elle, elle est plutôt rigide. Donc, la règle, en fait, c'est le gendarme qui nous l'impose. Il y a des cadres dans lesquels c'est intéressant de le faire, d'avoir une règle qui est bien fixe pour tout le monde. Si on prend l'exemple du code de la route,
c'est facile à comprendre en fait que on respecte le cadre et notamment la règle qui est le sens de circulation, par exemple. Ça nous permet d'éviter des grosses catastrophes. Mais dans le cadre de la question de la motivation, euh, c'est le chemin qu'on va prendre. Donc là, on est toujours en fait sur une allégorie routière, mais le chemin qu'on va prendre, des fois, il est plus important en fait que l'objectif en tant que tel. Et puis, l'idée que ce que je fais a du sens. Alors, sur la question de la motivation, la petite phrase qu'on aime bien utiliser quand on rencontre ce sujet-là dans les entreprises, c'est une petite règle de jardinerie qui dit on ne tire pas sur les carottes pour les faire pousser. C'est-à-dire que la carotte, en fait, si elle a envie de pousser, si les conditions en fait, de sa croissance sont là, elle le fera. Et donc, le job du manager, le job de l'employeur, d'une manière générale, c'est de mettre en place les conditions de la croissance et puis de permettre que les salariés s'en emparent pour en faire quelque chose de bien. Mais on ne fait pas ça avec un fusil dans le dos. Et c'est la personne de l'intérieur, en fait, il y a quelque chose qui est intrinsèque dans la motivation. C'est la capacité de chacun à aller chercher les éléments qui vont me donner l'énergie de me mettre en mouvement et de faire quelque chose. Et c'est pas l'extérieur, en fait. Et c'est pour ça que même dans le verbatim qui est faut que je motive mes équipes, se le raconter comme ça, c'est pas tout à fait juste, en fait. C'est même le contraire de juste parce qu'il y a dans l'idée de motiver un collaborateur quelque chose qui est du registre du tordre le bras. Euh, c'est prendre le pouvoir en fait sur la partie de libre arbitre, la possibilité qu'il a d'accepter ou pas de faire ce qui lui est commandé. Et c'est vrai que ce sera beaucoup mieux fait, d'une manière très générale, si il le fait Mm. volontairement plutôt que s'il le fait avec contrainte. On a tous déjà vécu des moments où on nous a demandé avec force de réaliser quelque chose et puis on s'est Mm. arrangé en fait, pour que ça ne marche pas. Mm. C'est vieux comme la psychologie et il faut appeler ça les actes manqués. Ok, Voilà. ouais, très bien. Tu vas nous présenter un modèle théorique avec lequel on travaille beaucoup, nous, dans les logiques d'accompagnement, qui nous raconte en fait ce qu'il faut empiler, et non seulement empiler, mais en plus relier et aligner pour que un individu se mette en mouvement et se donne les moyens de la motivation. En fait, il y a un certain nombre de choses qui sont à connecter à l'intérieur de ce qu'on est, en gros. Ça s'appelle les niveaux logiques, et Diels, c'est la personne qui les a modélisés. Robert Dills, en fait. Donc le modèle, en fait, alors peut-être certains parmi vous le connaissent déjà. Dans le cadre de la question de la motivation, on vous présente d'abord en fait le modèle dans sa globalité, puis après on va voir comment on peut le comprendre à travers le prisme de la motivation. Donc le principe, en fait, c'est qu'il y a dans ce modèle-là 6 niveaux qui vont correspondre aux grandes questions qu'on se pose classiquement avec le qui, quoi, où, quand, comment, pourquoi. Mais le gros intérêt du modèle, en fait, c'est de poser ces questions-là dans un ordre, dans une forme de hiérarchie, où les questions du bas sont, enfin, non, plutôt, un niveau va contraindre ou va influer sur les niveaux du bas et rarement sur les niveaux du dessus. Voilà. Donc tous les niveaux du bas sont pilotés en fait par les niveaux du dessus. Le premier niveau, en fait, c'est le niveau de notre environnement. Donc là, on posera la question de où, de quand, qu'est-ce qui s'est passé, de quoi s'agit-il. Mon contexte de vie me convient ou ne me convient pas. Et si mon contexte de vie ne me convient pas, alors à ce moment-là, je vais me poser la question de quoi faire pour changer les choses. Donc on est au niveau 2, qui est le niveau des comportements. Quoi faire? Ça consiste en fait à passer à l'action. Et ça, classiquement, on le fait, c'est-à-dire que je ne sais pas ce qui s'est passé pour moi ce matin, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. Et tout de suite, bah, par exemple, avec l'informatique, on était très embêté avec notre Internet et on a mis en place en fait un certain nombre de petites actions qui nous permettent de nous sécuriser. Voilà. Et ça, la plupart du temps, ce passage-là, en fait, de l'analyse du contexte au déploiement de comportements appropriés,
c'est quelque chose qui se fait plutôt spontanément et on n'a même pas besoin de le réfléchir. Le niveau suivant, en fait, on va l'appeler quand le niveau comportement ne suffit pas. Donc, il faudrait faire un certain nombre de choses, oui, mais alors comment les faire? Ça ne dépend pas de moi, ou alors ça dépend en fait d'une compétence que je n'ai pas. Dans ce cas-là, je vais passer, dans le cadre de l'entreprise par exemple, je vais passer par une étape de formation ou d'apprentissage. Et donc j'augmente en fait mon niveau de capacité qui va avoir une influence sur des comportements nouveaux possibles. Et à partir de ce moment-là, mon contexte pourra évoluer de manière favorable. Ces trois niveaux-là, en fait, on n'a jamais trop besoin de les réfléchir. Donc le niveau du contexte, c'est l'analyse économique, par exemple, dans l'entreprise. Le niveau du comportement, c'est tous les process, toutes les procédures qu'on utilise. Le niveau des capacités, ce sera le plan de formation dans l'organisation. Mais à certains moments, ça, dans les ressources humaines, on le sait bien, on pense qu'un plan de formation est particulièrement adapté pour traiter la situation. On développe en fait une organisation de la formation, on explique aux gens que c'est bon pour eux et que c'est bon pour l'entreprise, mais quand même, les collaborateurs n'y vont pas, ou s'ils y vont, c'est en traînant des Mm. pieds. Et dans ce cas-là, en fait, les apprentissages ne se font pas. C'est donc que c'est le niveau du dessus, pardon, c'est donc le niveau du dessus en fait qu'il va falloir aller visiter, c'est le niveau des valeurs. Donc la question qui va en face, c'est le pourquoi, au nom de quoi en fait on fait les choses. Et si un collaborateur n'est pas raccord avec le système de valeurs, il ne développera pas les capacités ni les comportements qui seront nécessaires pour faire évoluer son contexte de vie. Donc la question du pourquoi, en fait, c'est la question du sens. Et cette question, elle est essentielle. Et si on développe des modalités de fonctionnement d'une organisation et qu'on a sur ces modalités de fonctionnement de l'organisation un discours qui est crédible en termes de valeur, on a quelque chose qui tient la route. Tout va pour le mieux dans le meilleur du monde quand on est capable de fournir ça. Mais il peut se trouver qu'à certains moments dans la vie, on se trouve dans des situations où on va avoir ce qu'on appelle un conflit de valeurs avec deux valeurs qui sont censées cohabiter et qui, dans une situation particulière, ne le peuvent plus. Euh, on retrouve ça en fait dans certains cadres, comme par exemple la qualité, le coût, le délai, quand on parle de triptyque CQD. Euh, c'est donner satisfaction à un client, d'accord, mais pas à n'importe quel prix. Et je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Et dans ce cas-là, en fait, on va avoir un besoin de clarification de quelle est la mission de l'entreprise quand il s'agit d'une entreprise, du collectif quand il s'agit d'un groupe ou d'une équipe, mais aussi en fait du professionnel quand il s'agit juste d'une personne ou d'un salarié, par exemple. À quoi sert-je, dirons-nous? Et si je sais répondre en fait à cette question-là, la question de ma mission et de pourquoi je m'engage, la question des valeurs en fait va couler de source. Et donc derrière, les capacités qui seront mobilisables, elles sont évidentes. Et celles qui ne seront pas mobilisables parce qu'elles ne sont pas compatibles avec le système de valeurs, elles seront évidentes aussi. Et donc tout fonctionne en cascade. De temps en temps, en fait, l'identité, que ce soit l'identité d'une entreprise, d'une organisation, d'un groupe, d'une équipe, hein, peut être perturbée. Et dans ce cas-là, en fait, on ira grimper encore au niveau du dessus. C'est le niveau des appartenances. Donc la question de avec qui, pour qui, c'est la question du sens ou la question de la vision de l'organisation. Et là, souvent, en fait, c'est une question pour laquelle on ira interroger la gouvernance de l'organisation et pour laquelle on a besoin d'avoir des réponses, en fait, qui sont des réponses à la fois construites, cohérentes et sincères. Oui. Alors, certaines organisations ont du mal, en fait, avec la sincérité ou avec la cohérence. Quand le canard n'a plus de tête, en fait, il peut partir dans tous les sens. Ça, c'est quand on est en mode panique, hein, et des fois, l'économie nous met dans ce cadre-là. Et là, on va voir après que c'est toute l'organisation en fait qui ne sait plus où donner de la tête, justement. Voilà. Donc ça, c'est les six niveaux qui sont proposés par ce modèle-là. Alors, on le prête à Robert Dills, en fait, ce modèle-là, mais il avait déjà été élaboré longtemps avant, dans les années 50, par un auteur qui s'appelle
auteur anthropologue en fait, qui s'appelle Gregory Bateson et qui était le premier directeur de recherche d'un groupe de travail qui deviendra par la suite l'école de Palo Alto. Voilà, c'est pour reposer Mm. le cadre théorique de la chose. Avec ces niveaux, tu peux regarder le fonctionnement et quelque chose qui est du type d'une entreprise ou d'un service, mais ça raconte aussi individuellement Oui, tout ce qu'il faut aligner à l'intérieur d'un individu vraiment pour que ça marche exactement de la même pour façon. qu'il déverrouille les niveaux du bas en fait. Ça marche exactement de la même façon. Ça marche aussi en fait pour une société. Et ce modèle-là, en fait, il va nous servir pour traiter des conflits en interne dans les Mm, organisations. Ça va nous aider à traiter des situations de perte de contact avec le sens. Et mm, souvent, en fait, c'est pas que le sens n'existe pas, c'est qu'on a perdu le contact. mm, Voilà, c'est ça, ça, je trouve que mm. c'est super important de se le dire et de bien s'en souvenir. Euh, je ne sais pas si vous vous souvenez en fait d'une pub qui parlait des rillettes et qui disait nous n'avons pas les mêmes valeurs. En fait, les valeurs, elles sont presque universelles. C'est-à-dire que personne ne se lève le matin en disant je vais être un vilain dans la vie. On a tous envie d'être des gens bien, on a tous envie de participer au bonheur, on a tous envie de mettre en place les conditions en fait, de l'épanouissement et de la réalisation. Et simplement, si ma référence à mes appartenances est toute petite et toute étroite, c'est-à-dire que je ne sers qu'un tout petit groupe de gens qui me ressemblent, à ce moment-là, tout le reste en fait de la pyramide va devenir étriqué. Et ça va nous expliquer des comportements en fait, qu'on pourrait qualifier de régressifs dans les organisations. Et donc, ce qui est intéressant dans ce modèle-là, c'est que peut-être, au lieu de taper sur les doigts en fait, des récalcitrants, on pourrait s'offrir la possibilité euh, d'ouvrir les chakras à l'endroit de la conscience, de l'appartenance, du rappel en fait de l'identité ou de la mission en fait de l'organisation, et puis un petit discours en fait sur le système de valeurs. Dans le modèle, on a les trois niveaux du bas, donc capacité, comportement, contexte, qui nous racontent le quotidien technique de Mm, l'entreprise. C'est toujours en fait sur ces niveaux-là qu'on fonctionne parce que ce sont des niveaux qui sont très très tangibles, hein. C'est du matériel, c'est du concret. Et puis on a trois niveaux du haut qui, eux, sont plutôt fumeux, c'est-à-dire valeur, identité, appartenance, on est sur du verbe, on est sur du concept. Et donc on est à un endroit plus du politique. Alors politique, en fait, entendons-nous, c'est pas l'actualité politique avec des hommes politiques, c'est plutôt le sens du bien commun. C'est comme ça qu'il faut mm, l'entendre. Si on le dit de manière aussi pragmatique, on a dans les trois niveaux du bas la question de la science, dans les trois niveaux du haut la question de la conscience. Et ce mot-là, en fait, il est important, la notion de conscience, parce que ce ne sont pas les appartenances, identité, valeurs, en fait, ce ne sont pas des choses avec lesquelles on peut dire ça existe ou ça n'existe pas, c'est tout le temps là, mais ce n'est pas tout le temps en conscience. mm, C'est vraiment comme ça qu'il faut l'entendre. Et donc, de temps en temps, en fait, quand on a des collaborateurs ou soi-même, en fait, quand on est tenté par un petit dérapage, on peut se retrouver à un moment donné en perte de contact de conscience avec ces trois niveaux du haut. Et puis, on va s'apercevoir après qu'une partie de nos attitudes peuvent devenir toxiques. Et donc là, on est très très content en fait quand on maîtrise ce support-là, cet outil-là en fait que sont les niveaux logiques de Robert Dills, parce que ça nous vient des Américains, c'est repassé par Robert Dills, qui est un des trois mousquetaires en fait de la programmation neurolinguistique. Et les Américains ont ça de fabuleux en fait, c'est qu'ils sont capables de nous vendre ce qu'on avait déjà dans la poche, avec une petite phrase en fait qu'on ne peut pas s'empêcher de se remémorer, celle qu'on avait appris pour passer le bac philo qui est science sans conscience n'est que ruine de l'âme. C'est Rabelais en fait qui l'avait dit. Donc Rabelais en fait 16e siècle, hein. Ça fait un bout de temps en fait que c'est déjà dans le patrimoine. Mais je trouve en fait que ça vaut le coup de temps en temps de mm, rendre mm. un À Rabelais, ce Rabelais. qui est à Rabelais. Rabelais. Ok, Voilà. ça marche. Tu as dit tout ce que tu avais à dire Sur ce sur ce modèle-là, je sujet. pense Ouais, qu'on n'est pas loin d'avoir. Alors, on peut encore lui faire dire énormément de choses, mais là, dans le cadre de la motivation, c'est pas mal. mais Ouais. on y revient juste après. Oui.
Il y a un autre modèle qu'on voudrait vous partager pour expliquer aussi ce qui motive et ce qui ne motive pas. On doit ça à un monsieur qui s'appelle Herzberg. Ça s'appelle La la théorie. théorie bifactorielle Voilà. de ce monsieur. Herzberg, c'est un psychologue américain. Pardon Jérôme, mais voilà, c'est encore un qui a eu un champ d'activité sur la deuxième partie du XXe siècle et qui a concentré son activité et ses recherches sur l'enrichissement des tâches au travail. Et ce qui raconte de la satisfaction et en lien avec la motivation est plutôt intéressant. Je te refile le micro. Voilà. Donc Herzberg, en fait, ce qui produit d'intéressant dans son travail, le monsieur est décédé en 2000, donc ça fait déjà un bout de temps qu'on connaît en fait son travail. Il dit que satisfaction et insatisfaction en fait ne composent pas ne participent pas en fait du même paradigme. J'explique. Quand on est insatisfait, on n'est pas content en fait des conditions qui nous sont offertes. Et si on est non insatisfait, c'est qu'on est content en fait des conditions qui nous sont offertes, à l'endroit de insatisfaction ou non insatisfaction. Et un autre paradigme en fait, qui est celui de la satisfaction. Et alors je peux être satisfait ou non satisfait. Donc ça peut paraître un petit peu tordu ça, mais les facteurs de satisfaction en fait ne sont pas les mêmes que les facteurs d'insatisfaction. Mm. Voilà, c'est ça qu'il faut entendre. Facteur de satisfaction, le contraire de la satisfaction, c'est la non-satisfaction, et le contraire de l'insatisfaction, c'est la non-insatisfaction. Ça va composer deux choses en fait. Les facteurs d'hygiène, ça s'appelle comme ça. Donc les facteurs d'hygiène sont les facteurs d'insatisfaction ou de non-insatisfaction, à savoir le salaire, les conditions de travail. Donc le salaire, c'est un salaire qui me permet de vivre correctement. Les conditions de travail, ça veut dire des conditions de sécurité, des conditions un cadre de travail en fait que je considère comme Mm. étant respectueux, des relations qui sont saines, et puis une politique interne dans l'entreprise en fait qui est lisible, crédible et qui est rassurante. Et puis, si on est servi à cet endroit-là, on peut garder son boulot, mais ça ne fabriquera pas de la motivation, ça ne fabriquera pas de l'engagement. Ça fabriquera du j'ai pas envie de m'en aller, ou j'ai Mm. pas de raison Par exemple. suffisante en fait pour me sauver. Les facteurs de motivation, eux, se constituent donc de reconnaissance avec un regard qu'on pose les uns sur les autres, une attention qu'on peut avoir, une valorisation ou une validation en fait, des réussites, de la responsabilité, du développement. Donc là, on va avoir des perspectives de développement de carrière, des choses comme ça, du sens et de l'accomplissement. Alors, on n'est pas obligé de faire carton plein en fait sur l'ensemble des éléments Mm. qui sont proposés là. Et par contre, il est indispensable, si on veut avoir des gens qui soient engagés, il est indispensable en fait d'en remplir au moins un. Un facteur d'hygiène et un facteur de motivation. Non, les facteurs d'hygiène, ils doivent tous Tous être y là. être là. Ouais. Les facteurs d'hygiène, en fait, s'ils ne sont pas là, alors là, on va basculer très très vite Mm. dans l'insatisfaction. Et facteur d'hygiène, c'est le minimum syndical que les gens considèrent en fait On comme pourrait le étant dire comme ça, oui. Oui. ce qui est un peu confrontant dans ce que tu dis, c'est que effectivement, on voit un certain nombre d'entreprises ou de services qui investissent à l'endroit, par exemple, des conditions de travail de plus en plus, enfin, de l'environnement de travail, tu vois, en espérant avoir un engagement supplémentaire. Là où en fait, toi, tu dis que c'est juste oh, je reprends, un facteur de non-insatisfaction, c'est Ouais. ça? Mm. Et pas de motivation. Ouais. Toutes les études, par exemple, sur la question du salaire, toutes les études en fait sur les politiques de primes racontent que de toute façon, la prime, elle a une durée de vie dans la représentation Mm. du salarié, c'est une durée de vie de 4 mois. On va garder en fait le souvenir de c'était bien et ça m'a fait plaisir pendant un petit temps, mais Mm. assez rapidement. Donc en gros, en fait, si vous voulez développer une politique de prime pour conserver de l'engagement chez les collaborateurs, et prévoyez en fait une prime tous les 4 mois en sachant qu'au bout d'un an ou deux, en fait, ce n'était plus à l'endroit de la prime, puisque ça devient dans les usages. Mm. Et à ce moment-là, en fait, c'est une obligation.
Et donc, ça perd en fait sa fonction. Alors, c'est important en fait de valider, c'est important de gratifier quand on a fait des choses euh, exceptionnelles Mm, dans l'organisation, qu'on a réussi des trucs, enfin, mm. c'est OK tout ça. C'est Mais plutôt un facteur d'hygiène, en fait. alors que ce qui est intéressant, en fait, c'est que la question du salaire, c'est souvent en fait la question qui va être posée, notamment en fait par la représentation du personnel ou les syndicats, dans le cadre des revendications. Parce que c'est la façon la plus facile, la plus, la moins intime, la moins impudique de dire qu'on aimerait bien autre chose dans le boulot. C'est beaucoup plus facile de dire je voudrais avoir plus de sous que de dire je voudrais que mon chef m'envoie des petits signes d'amour. On n'a pas trop ça. Voilà. Donc la question de la rémunération, alors bien sûr, en fait, ça ne veut pas dire payer mal vos collaborateurs, c'est pas du tout ça l'idée. C'est payer-les correctement, mais sachez en fait que ça ne suffira pas. C'est ce qu'on pouvait dire. Alors bien sûr, en fait, si on reprend le modèle Herzberg avec le modèle des niveaux logiques de juste avant, on verra bien en fait que les facteurs d'hygiène, ils sont Mm. plutôt en rapport avec les niveaux du bas et que les facteurs de motivation, ils sont plutôt en rapport avec les trois niveaux du haut, c'est-à-dire identité, mission et valeur. Nous, dans nos prestations, on a un certain nombre de points d'entrée différents pour venir faire travailler cette question de l'engagement et de la motivation dans les équipes. Et en fait, à chaque fois, elles ont comme trait commun de plutôt intervenir, si je reprends maintenant, peut-être en complicité avec nous, on va reprendre le modèle des niveaux logiques, on vient éclairer et remettre de la conscience dans les niveaux du haut de différentes manières. Le diagnostic partagé, c'est une petite méthode maison, on peut dire ça quand même. Mhm. C'est une petite méthode maison qu'on a modélisée, inventée, et qui permet de partir des insatisfactions qui sont perçues, qui sont ressenties par une équipe, tout en faisant un petit travail pour neutraliser l'amertume qui peut se mettre autour, pour revenir vraiment sur ce qui manque et sur ce qui fait frustration. Et dans une séance de 2 heures avec un groupe, on arrive en fait à traduire ce qui est exprimé au format de la plainte en besoin et en attente, et en besoin et en attente qui sont entendables par les gens à qui vont s'adresser les requêtes, parce que des fois, la frustration est telle que les demandes, elles sont formulées sur un format qui est tellement corrosif que c'est pas entendable. Cette méthode-là, elle est très utile dans le cadre d'accompagnement d'une réorganisation, par exemple, où forcément il y a une petite levée d'inquiétude et de comportements qui peuvent s'allumer un petit peu, voire carrément de l'autre côté du spectre, quand vraiment déjà on arrive sur le terrain des risques psychosociaux et des difficultés voilà, qui sont déjà allumées, les signaux sont déjà allumés. Ce qu'on peut rajouter en fait sur le diagnostic partagé, qui rend en fait cette méthode puissante, c'est que on va chercher à l'endroit de l'insatisfaction du collaborateur, donc des plaintes et des fois même à l'endroit de la souffrance au travail, on va chercher en fait l'expression des émotions. Donc les personnes qui vont participer en fait à ce travail-là vont avoir le choix dans une multitude de Mm. formulations. Ils vont avoir le choix d'exprimer trois ou quatre Ressenti. ressentis. Mm. Et donc, comme on est sur de l'expression du ressenti, on fait référence en fait à ce qu'on a dit juste avant sur l'émotion. Mm. Mm. On est à un endroit où l'émotion, elle est plutôt au format du négatif, mais elle est quand même là. Et si elle est là, en fait, c'est qu'il y a une attente. Et donc, on va procéder en fait d'un petit travail de transformation qui va faire passer de l'expression du ressenti à l'identification du besoin ou des valeurs qui sont insuffisamment prises en considération dans l'organisation. Et juste après, en fait, le collaborateur va pouvoir formuler ce qui, selon lui, serait le meilleur moyen de remédier. Et donc, le même, en fait, qui pourrait dire je ne suis pas Mm. content, et ça resterait stérile,
Il va dire, un, je ne suis pas content, deux, voilà mon besoin, et trois, voilà ce que je vous propose en fait pour que intelligemment dans l'organisation, on trouve un remède à ça. Et là, on bascule sur comment dire, un discours collectif du comment vivre mieux ensemble, comment vivre mieux l'entreprise, comment vivre mieux en fait la mission ou l'organisation. Et ça nous donne en fait des notes d'espoir. Voilà. Et alors ça, je trouve que ce modèle-là, il est super intéressant, surtout si on en a déjà un petit peu soupé des questionnaires Mm. de risque psychosocial qui, eux, tournent autour de l'expression du symptôme et restent à cet endroit-là et en nous proposant après des modalités de traitement du symptôme. Là, on va partir en fait de l'expression symptomatique des frustrations pour aller à l'endroit en fait de la proposition concrète d'amélioration de l'organisation. Voilà, je l'aime bien. Mm. Je sais pas si ça se sent. Il y a l'enquête appréciative, L'enquête deux pages. appréciative, là, c'est beaucoup plus joyeux comme format, parce qu'on n'a pas besoin de partir de quelque chose de difficile ou d'une insatisfaction. L'idée, c'est de donner la parole à l'ensemble des collaborateurs d'une organisation pour leur permettre de participer à la co-création d'un futur désirable. Et donc, on a tout un petit protocole en fait qui nous fait partir des reconnaissances, des réussites, des succès, des valorisations en fait des uns et des autres pour aller progressivement avec toutes ces ressources en fait qu'on identifie en début de journée, à quoi on peut arriver en termes de projection sur l'avenir en fin de journée. Et tout ça, en fait, se fait dans un cadre qui est plutôt festif, très, très joyeux, un moment à partager ensemble. Là, on est complètement, en fait, sur la notion d'appartenance, en fait. On vit un moment chaleureux, très, très constructif, très, très productif, et dans lequel l'ensemble des collaborateurs à voix au chapitre Mm. participent. Et donc, derrière, c'est beaucoup, beaucoup plus facile, en fait, de valider des engagements. Le co-développement, c'est une méthode qui nous vient du Québec et qui permet de créer en fait un espace d'intelligence collective en partant d'une problématique individuelle de la part d'un participant et avec une méthodologie qui est bien ficelée, d'explorer collectivement des options de sortie, des ressources, des idées, des solutions et de repartir avec des options. Et ce qui est assez bluffant dans cette technique-là, je trouve, c'est comment la problématique individuelle fait écho à chaque problématique individuelle de gens qui sont dans le groupe. Il y a un petit truc qui se répond et qui fait que quand bien même ça n'est pas ma problématique qui est posée dans la séance de travail, je repars moi, en tant que contributeur, je repars avec quelque chose qui va m'être utile. Et en ça, sur le côté intelligence collective, partage d'expériences, création d'un collectif qui vit quelque chose de fort et de structurant, euh, il y a tout un tas je trouve, de valeurs qui sont glissées en filigrane, je ne sais pas trop comment dire. Par exemple, celle du droit à l'erreur, du fait qu'on est en apprentissage permanent, qu'on récupère des choses des autres à partir du moment où on s'ouvre sur ces difficultés, quoi. Euh, c'est très chouette pour ça. Il y en a un qui travaille, mais enfin, quand un travaille, tous travaillent dans ces groupes-là. Ça peut être fait de manière inter, grosso modo, hein. On peut avoir des gens qui viennent de secteurs différents, des groupes de travail qui sont mixés, et puis ça peut se faire entre groupes de pairs dans une entreprise. Et là, c'est assez puissant aussi sur la façon dont ça soude les collectifs et ça partage les expériences du bon côté et pas juste comme on a tendance à le faire des fois dans des collectifs de managers où on se raconte un peu sa réussite, quoi. Et c'est chouette, c'est bien, mais ça peut créer en face du bah, moi je fais pas assez bien, je suis en dessous, je suis. Enfin, des fois, ça amène plus de compète que de partage, je trouve. Ce qui n'est pas le cas avec le Codev. Ça va, j'ai bien dit? Ouais. Oui. Sur le thème du codev, en fait, on a quand même un petit projet Oui. qu'on peut annoncer là. C'est celui de lancer un petit groupe de codev pour le début de l'année.
Et donc, si vous êtes intéressé en fait par ce type de partage, donc là, on serait plutôt au format inter-entreprise. Mm. N'hésitez pas à vous rapprocher de nous, en fait, parce que voilà, on va lancer la chose. On parle du club RH aussi. Ouais. Le point suivant, c'est l'analyse des pratiques professionnelles. Donc, c'est un peu touche-touche avec le co-développement, sauf que c'est pas pareil. L'analyse des pratiques professionnelles, les groupes d'analyse de pratiques, c'est un endroit où on va parler de sa pratique et on va parler de soi dans sa pratique. Et on va rencontrer en fait le discours sur soi de l'autre, de l'alter ego, et on va pas se comparer, mais on va plutôt se réfléchir en fait les uns les autres pour aller vers une conscientisation en fait de ce qu'on fait quand on le fait. Voilà, donc c'est encore un format qui est intéressant. Et là aussi, en fait, ce format-là va participer, par exemple, dans une même organisation de travail, l'analyse des pratiques professionnelles, ça va permettre aussi de fonder un patrimoine commun, une référence commune qui permet aussi de renforcer la notion d'appartenance. Voilà. Et puis le dernier qu'on voulait vous partager, c'était le Théâtre Forum. Le Théâtre Forum, c'est une méthode qui nous vient du Brésil. Dans les années 60, c'est une période qui était instable politiquement et marquée par la censure et la répression de la liberté d'expression. Et il y a un metteur en scène de cette époque-là qui était en activité, un artiste qui s'appelle Augusto Boal, et qui a imaginé un théâtre qui permettait de contourner la censure, en fait. Donc, il invitait des spectateurs et il faisait une petite représentation qui mettait en lumière, de manière un tout petit peu décalée, une difficulté qui était rencontrée par le peuple brésilien à l'époque, une situation d'oppression, en fait. Et puis, à l'issue de la représentation qui était assez courte, il y avait il y a toujours un monsieur loyal, hein, qui fait le lien entre la scène et la salle et qui fait réagir le public sur ce qu'il a vu de choquant, de pas normal et d'injuste. Et petit à petit, il invite des gens du public à venir échanger le rôle avec un des personnages, un des acteurs qui est au plateau, pour de l'intérieur, que la personne du public arrive avec sa ressource, son idée, son élan, pour venir essayer de changer le cours des choses de l'histoire, orienter positivement l'issue de l'histoire. Cette méthode-là, elle a été après récupérée et elle s'est diffusée à travers la planète parce qu'elle est très très utile pour aider les gens à sortir de la sensation de je subis, d'immobilisme, de tenter des solutions, des tentatives, mais aussi d'explorer la complexité d'une situation. Euh, c'est beaucoup utilisé dans le champ social. C'est beaucoup utilisé, je vois des choses passer sur les réseaux, dans le champ scolaire pour aller faire travailler sur la notion de harcèlement, par exemple, et faire prendre conscience à tout le monde des choses, parce que c'est une des puissances de l'exercice, c'est de révéler l'implicite par les situations. Et en entreprise, ça a toute sa place parce que ça permet de révéler les situations, de faire germer dans la tête des gens des prises de conscience sur ah oui, c'est vrai, cette situation, je ne l'avais pas vue de cette manière-là. Ça ouvre le dialogue avec un collectif qui est concerné par la problématique qui est illustrée par le théâtre. Ça permet d'essayer des solutions en retravaillant, enfin en allant prendre la place des acteurs. Et ça redonne du souffle et de l'élan pour essayer de changer les choses. Si vous voulez aller plus loin, à nous contacter. On a aussi sur le site, si vous allez sur notre site, vous pouvez prendre rendez-vous directement. Voilà, si c'est plus simple pour vous. Vous allez recevoir un mail avec le replay. Si vous voulez le regarder ou le diffuser, n'hésitez pas. Et une petite info quand même importante, c'est que on a été sollicité par une RH de notre réseau, qu'on aime beaucoup, qui s'appelle Florence Rocchini, et qui a envie de lancer un club RH pour partager ensemble des RH de PME ou des gens qui font fonction RH dans leur entreprise, partager des difficultés, faire de la veille ensemble, partager les bonnes pratiques, et parce que c'est souvent, vous êtes souvent les dernières roues du carrosse, prenez soin des autres, mais pas toujours de vous-même. Si vous êtes intéressé par la démarche, n'hésitez pas à nous contacter. Merci à vous.
À bientôt. Merci de votre accueil. On espère, enfin, de votre accueil, de votre écoute, que ça vous a redonné de l'élan et remotivé aussi de votre côté. Merci. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci, bonne